Bonsoir, bonne nuit tout le monde. Je vais parler doucement ce soir parce que il est tard. J'espère qu'il y aura quand même soit quelques insomniaques, soit quelques travailleurs de nuit, quelques personnes qui font de la route, qui vont se rejoindre à moi. J'étais en train de travailler sur le fameux membership. Vous savez que juste avant Noël, j'ai lancé cette idée de membership pour pouvoir continuer de vous partager les liens des recherches, des études cliniques que je cite durant les lives, parce que ça alourdissait évidemment beaucoup l'entête des directs et puis ça nous rend aussi des proies faciles de l'intelligence artificielle quand on a beaucoup de mots-clés ou de recherches controversées, comme des fois ça m'arrive. De partager. Donc, en faisant le membership, en créant ce membership, je vais pouvoir mettre tous les documents dans une partie de mon site web. Ça me permet aussi de ramasser les adresses courriels des gens. Donc, vous savez qu'on se fait régulièrement suspendre nos plateformes, shadow banner, hacker, tous les choix d'être une blogueuse. Donc, ben, c'est sécurisant d'avoir vos adresses courriels. Ça nous permet de pouvoir rester en contact si des choses comme ça arrivent sur la plateforme de Facebook, où je suis principalement active, mais je suis en train de diversifier aussi les plateformes. Donc, je travaille là-dessus. C'est un super gros travail. Je pensais de faire ça en quelques semaines. Vous savez, les lives, des fois, on fait ça sur le fly. On les archive où on peut, comme on peut. Donc, de ramasser tout ça, de bien organiser tout ça, de faire la version vidéo, la version audio, de préparer les thumbnails pour qu'ils aient toutes des belles petites couvertures bien identifiées, de reviser mes documents de recherche. Des fois, c'est en 2, 3 langues, mes affaires, puis c'est des notes que je prends sur le coin des napkins. Donc, pour faire les documents de recherche, pour que ça soit lisible. Et donc, c'est un gros travail, mais je suis vraiment contente de faire ça parce que tout va être bien archivé. Vous allez pouvoir retrouver, quand je vous parle d'un live sur le mythe du cholestérol ou des antidépresseurs, ben, vous allez pouvoir aller rapidement le trouver. Donc, c'est ça, je travaille pas là-dedans. Alors, pendant que je fais ça, ben, ça me fait comme revisiter des sujets que j'ai abordés au cours de la dernière année. Ça fait un petit peu plus d'1 an que le Québec m'a découverte comme blogueuse. C'est sûr que je faisais de la radio bien avant ça. Je faisais des conférences depuis une vingtaine d'années, mais j'étais surtout dans, dans les professionnels de la santé, en naturopathie, homéopathie, dans les écoles de naturopathie. J'ai fait aussi des conférences, Expo Manger Santé, des choses comme ça, mais j'étais moins connue du grand public, évidemment, que depuis que je suis rendue la complotiste des complotistes. Euh, donc, c'est intéressant le processus de revisiter un petit peu mes thématiques au cours de la dernière année. Mais c'est pas vraiment de ça dont je voulais vous parler. En fait, je suis juste en train d'attendre parce que il faut aussi télécharger tout ça sur des nuages, mais aussi des copies de disques durs pour être sûr de rien perdre. Donc, c'est quand même assez long parce que comme je travaille avec du portatif, ben, évidemment, j'ai pas, c'est pas des ordinateurs de studio, j'ai pas des grands moyens. Donc, tout est fait par moi-même de manière artisanale au travers du restant que je dois faire pour gagner ma vie. Alors, c'est sûr que c'est un peu long. Euh, donc, pendant que ça charge, un peu chaud, l'air est humide ce soir, j'ai décidé de sortir, prendre un verre dehors, au vent, puis vous retrouver un peu parce que le live que j'ai fait hier soir, en fait le 28 au soir, le soir que mon ami
patiente, Jacinthe a choisi de s'envoler le jour de son anniversaire et je vous avais partagé mon indignation par rapport au fait que Jacinthe est morte la journée que son traitement est arrivé des Bahamas, un traitement qu'elle a fait rentrer au Canada par ses propres moyens. Un traitement complémentaire qui n'est évidemment pas disponible normalement au pays. Et je vous exprimais à quel point ça m'indigne que malgré le fait qu'on paye à peu près la moitié de notre salaire, de notre revenu en impôts, et que de ces impôts, une très grande proportion soit dirigée vers les soins de santé. C'est vraiment des soins de maladie plus que des soins de santé, mais bref. Et que malgré ce fait, on ne puisse pas choisir le type de traitement qu'on souhaite recevoir. Et donc, ce live-là est rendu à, il a dépassé 9000 views. Et ben, j'ai reçu beaucoup de messages de sympathie, évidemment, en bas du live comme tel, mais beaucoup de gens qui m'ont écrit aussi en privé. Et ben, ça me touche énormément. D'abord, je me sens un petit peu la responsabilité dès que je suis quelques jours sans venir en ligne. Les gens me demandent si ça va. C'est sûr que je suis à l'étranger. Je suis toute seule en République dominicaine depuis le 21 novembre 2021. Donc, j'ai vécu aussi beaucoup d'aventures et certaines mésaventures, dont des pervers narcissiques manipulateurs, des menaces au couteau, l'ouragan Fiona, un tremblement de terre l'autre soir, le 28 au soir. Et donc, c'est sûr que les gens se préoccupent pour moi, puis ça me touche beaucoup. Alors, ce soir, j'avais envie un petit peu de vous parler de comment ça se passe de mon côté, de l'autre côté de la caméra, parce que pour faire le membership, en fait, les gens m'avaient fait des virements Interac à mon adresse courriel, mais dans le virement Interac, je reçois ça de la Caisse populaire, donc j'ai pas le courriel des gens. Alors, j'avais demandé aux gens de m'envoyer un courriel pour que je puisse attacher les courriels aux, aux inscriptions, évidemment, aux virements bancaires. Et donc, ce soir, je suis en train d'essayer de compléter pendant que les lives se téléchargent. Je suis en train de compléter mes listes de noms et de courriels. Alors, je suis retombée sur plein de courriels que j'avais manqués. Je reçois là, des gros volumes de courriels. Bon, vous savez, je travaille seule. Les gens m'écrivent sur Facebook, m'écrivent sur Messenger, m'écrivent sur WhatsApp, m'envoient des courriels. J'ai des trucs en double, en triple, en quadruple. Ma clientèle en naturopathie, des gens qui voient mes lives, des gens pour l'immobilier, des gens pour des billets d'avion, parce que je suis aussi agent de voyage. Donc, à un moment donné, ça fait beaucoup de communication. Et malgré tout mon bon vouloir, j'en manque des bouts. Alors, je lisais ce soir des courriels que j'avais manqués de la part de gens qui se sont inscrits à mon membership. Et ça me frappait à quel point les messages sont personnels. Et c'est vraiment nouveau pour moi, ce phénomène-là. Je vous dirais que ça a commencé beaucoup après un live que j'avais fait à Dan Pilon. J'avais parlé à quelques reprises avec Dan, puis à un moment donné, Dan m'avait invité officiellement à un live. Et puis, tu sais, Dan pouvait avoir un reach de 60 000 views, là, tu sais, c'était c'était du solide comparé au mien. Et donc, après le live, j'avais reçu des centaines de messages de gens qui me partageaient leur situation par rapport, évidemment, c'était l'année passée, donc c'était encore en pleine mesure COVID. Moi ici, tout était abonné en République dominicaine, donc je parlais de la liberté qu'on avait ici. J'avais parlé justement un petit peu de mon exil politique en République dominicaine. Donc, beaucoup de gens voulaient savoir
comment s'en venir, s'ils étaient pas injectés. Beaucoup de gens m'ont partagé leur détresse aussi, leur sentiment d'isolement, ce qu'ils avaient vécu par rapport à leur choix de ne pas se faire injecter, euh, des effets secondaires aussi dont ils avaient été témoins dans leurs proches, le sentiment d'impuissance dans certains cas de colère qu'ils vivaient parce qu'ils étaient témoins de, par exemple, des membres de leur famille qui faisaient injecter des enfants ou qui mettaient de la pression sur les parents. Bref, j'ai été vraiment submergée cette fois-là de messages et j'avais pas l'habitude de ça parce que t'as par le nombre, premièrement, mais aussi que les gens s'ouvrent à moi de manière aussi spontanée, en me partageant des choses très personnelles, euh, juste parce qu'ils m'avaient vu dans un live. Et ben, de par le fait que j'avais l'habitude de donner des conférences en présentiel, moi, je suis habituée d'avoir un contact visuel avec les gens, puis je suis habituée de connecter plus de manière tangible, énergétique avec l'auditoire. Puis sinon, ben, j'ai fait de la radio, donc les gens mettaient pas toujours un visage sur ma voix. Et j'ai donc pas l'habitude, même encore après un an, que les gens s'ouvrent comme ça à moi en aussi grande quantité et me partagent des choses tellement personnelles. Mais je pense que c'est le phénomène web, c'est le fait que les gens nous voient et dépendamment des heures, bon, là, ce soir, finalement, on est un petit groupe, mais les gens, tu sais, on rentre au petit déjeuner, on rentre pendant la nuit, on rentre à toutes sortes d'heures, donc on s'insère en réalité dans votre vie, on s'insère dans votre domicile ou au travail. Donc, il y a un sentiment d'intimité qui est créé et dépendamment des sujets qu'on aborde, mais c'est sûr que mon sujet de prédilection, c'est la santé, mais j'ai toujours un angle assez sociopolitique, géopolitique même. Donc, les gens se sentent compris, j'ai l'impression, se sentent en terrain sécuritaire parce que souvent, ils ont vécu du rejet, des critiques, des attaques de par leur position durant la pandémie. Et là, moi, je m'affiche ouvertement. Donc, les gens ont besoin de se confier et ils savent qu'ils peuvent le faire de manière euh, ben, d'abord sécuritaire parce qu'ils sont cachés derrière de l'autre côté de l'écran, mais aussi parce qu'ils savent que je partage leur opinion. Donc, je pense que ça fait qu'il y a un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment d'une certaine communauté et même d'une certaine intimité, je dirais. Et en plus, ben, c'est sûr que moi, je vous ai partagé mon vécu ici, mes expériences de vie. Je vous fais souvent, tu sais, j'ai l'émission Santé sans censure, où là, c'est des sujets plus fouillés, avec références scientifiques et tout ça. Mais j'ai tout un volet que j'ai finalement décidé d'appeler Chantal sans censure, qui sont les petits lives improvisés que je vous fais comme ça. J'avais même pas prévu de les mettre dans le membership. Puis là, il y a plein de gens qui m'ont dit, ah, j'espère que tu vas mettre tes petits lives improvisés. Et c'est ça, en fait, que je suis en train de me rendre compte et que je me rendais compte à la lecture ce soir de tous ces courriels que j'avais manqués. C'est que des trucs spontanés que je vous partage, où je vous partage mes états d'âme, ce qui se passe dans ma vie, mon analyse par rapport à différentes situations en mettant mon petit grain de sel de thérapeute, puis mon petit grain de sel d'anthropologue, de naturopathe, de femme, de mère, de femme en périménopause, de tripeuse de voyage, de danse latine, de toutes sortes de choses. Moi, en fait, euh, en toute simplicité, en toute authenticité, je me rends compte que ça vous rejoint. Il y a plein de gens qui me disaient dans certains messages, dont certains que j'ai lus ce soir, c'est comme quand tu t'assois avec nous autres, quand tu prends ton café avec nous autres, c'est comme jaser avec une vieille amie. Tu sais.
Puis, ben, c'est sûr que ça me touche parce que quand j'ai vécu, par exemple, la situation avec mon ex, le sneaky pervers narcissique manipulateur qui m'avait volé, qui m'a menacé à la pointe d'un couteau et est parti avec ma moto et tout ça. Vous avez été tellement nombreux à communiquer avec moi, à m'offrir de retourner au Québec. Samuel Grenier m'avait offert de payer mon billet d'avion, aller et même retour si je voulais revenir pour que je me pousse d'ici. Plein de gens m'ont dit j'ai la chambre de ma fille, j'ai une chambre d'amis, viens chez nous. C'était incroyable. C'était incroyable la vague d'amour que j'ai reçue. Et même le lendemain matin, quand je me suis réveillée toute seule dans mon appartement pour la première fois ici, je chantais encore le sentiment d'amour qui m'enveloppait. C'était vraiment, vraiment particulier. Donc, ça, ça me fait vivre vraiment des choses incroyables, surtout que j'étais partie du Québec tellement déçue de la population qui se réveillait pas, qui réagissait pas et tout ça. Je me sentais même trahie par le peuple québécois, évidemment par les gouvernements québécois et canadiens, mais par le peuple québécois aussi. Et j'ai mes moments, tu sais, comme quand j'ai fait le live pour parler de mon indignation par rapport au fait qu'on n'a pas le choix de nos traitements. Euh, des fois, je comprends pas, tu sais, cette portion de la population qui est endormie, qui est hypnotisée, qui réagit pas à des aberrations, qui se fait enfiroiper, comme on dirait par chez nous, qui se fait mener un beau grand bateau, comme aurait dit Jerry Boulet. Euh, mais ces opportunités que j'ai de, de vivre vos élans d'amour, que ce soit par rapport à cet événement-là et ces jours-ci par rapport au décès de ma patiente amie Jacinthe, ben, ça me permet de me réconcilier avec une partie de la population québécoise, la partie en tout cas qui est éveillée, la partie que j'appelle ma famille d'âme. Puis, je sentais juste tellement de gratitude, là, tellement de gratitude à lire vos messages. J'en lis comme ça depuis hier, depuis que j'ai fait le live. Mais aussi ces courriels que je retrouve en faisant la recherche sur les noms des gens. Il y a une fille que j'ai manquée qui m'a écrit pour me dire je vais être à la Stérénas le 7 février. J'aimerais ça que tu organises un transport pour moi. J'aimerais ça te rencontrer. Et je vis ça régulièrement. Je vis ça au moins une fois par semaine que quelqu'un m'écrit pour me dire je fais Samana, je fais la Stérénas, j'aimerais te rencontrer. Malheureusement, des fois, c'est fait à la dernière minute et vous le savez, j'ai un horaire extrêmement chargé parce que je combine plusieurs choses pour gagner ma vie. Le membership est une tâche beaucoup plus lourde que je pensais. Je fais des consultations naturopathiques au travers de ça. J'ai lancé des programmes de formation en ligne pour essayer de partager mon information à un plus grand nombre possible de personnes à un prix le plus abordable possible. Évidemment, des formations de groupe, ça revient moins cher que des consultations individuelles. Et j'ai eu tellement des belles surprises. Tu sais, j'ai vécu des situations économiquement vraiment assez extrêmes depuis mon arrivée ici parce que le gouvernement a vidé, bloqué mes deux comptes bancaires le 10 octobre 2021. Je suis partie le 21 novembre 2021. Donc, évidemment, je n'avais pas eu le temps de me retourner de côté. J'ai perdu mon emploi que j'occupais depuis 12 ans comme conseillère médicale pour une compagnie de suppléments nutritionnels en raison de ma position COVID. J'ai perdu des contrats. J'ai perdu ma clientèle en partie. Pas tant à cause de ma position, mais parce que justement, beaucoup des gens qui étaient mes patients ou qui me suivent, eux-mêmes ont perdu leurs emplois, donc leurs assurances qui couvraient les frais de consultation en naturopathie. Donc, ça a été vraiment difficile. Puis comme je suis retournée au Québec seulement au mois de juillet, l'été passé, j'ai pensé pouvoir vendre des meubles et tout ça, mais les gens étaient déjà déménagés, donc j'ai terminé en donnant
à la charité la majorité de mes choses. Donc, ça a été une année difficile. Puis là, heureusement, depuis le début de 2023, c'est en train de se replacer. Je suis en train de remonter un petit peu la côte grâce justement au succès de mes programmes, grâce à mes consultations en ligne. C'est de plus en plus nombreux. Donc, je suis en train pour la troisième fois de ma vie de remonter ma clientèle. Et ben, c'est grâce à vous si je suis en train de pouvoir respirer un peu financièrement. Il y a des mois où j'arrivais à avoir 1 000 $ dans mon compte, puis quand je payais mon loyer à 700 US, ça donnait 954 Canadiens. Il restait 46 $ dans mon compte, puis je ne savais pas quand il allait en rentrer d'autres. Puis c'est toujours super insécurisant ici parce que il y a juste un guichet où je peux vraiment retirer de l'argent. Et régulièrement, il n'y a pas d'argent dans le guichet. Non seulement, des fois, il n'y en avait pas dans mon compte, mais des fois, il n'y en a carrément pas dans le guichet. Donc, je vis un certain stress financier depuis 1 an, mais là, le fait que j'ai pu remonter un tout petit peu mon compte, ça fait que je peux retirer de l'argent au guichet de temps en temps. Alors, j'en garde toujours un petit peu avec moi. Et puis, ben, ça baisse mon niveau de stress. Donc, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Mais surtout par rapport à votre appui, parce que je sais pas, tu sais, des fois, j'en parle un peu avec les autres blogueurs, blogueuses, mais je pense que ma situation est différente du fait justement que euh, ben, j'ai une vie différente. Tu sais, le fait d'abord que j'ai été une des rares professionnelles de la santé à afficher ses couleurs depuis le début de la pandémie, que je me suis exilée en République dominicaine pour ne pas me soumettre à l'injection, puis pour pouvoir respirer un peu, parce que moi, j'étais plus capable, tu sais, je- depuis 12 ans, je gagnais ma vie à donner des formations dans mon domaine, en naturopathie. Ça fait 24 ans que je suis dans mon domaine, donc évidemment, je connais tout le monde. J'ai été prof à l'école de naturopathie pendant 12 ans avant ça, donc j'ai toujours enseigné dans mon domaine et fait de la consultation en même temps. Donc, j'avais une clinique dans Westmount pendant 9 ans. Je connaissais les gens dans la communauté. Après ça, ben, dans ma communauté naturopathique, évidemment, je suis connue. Euh, J'allais faire mon épicerie le dimanche matin chez Avril. Ça me prenait 2 heures parce que tout le monde m'arrêtait pour me parler. Donc, j'avais une vie communautaire et sociale qui était très imbriquée dans ma profession. Et du jour au lendemain, ben, je me suis retrouvée enseigner en présentiel, tu sais, à pu voir les gens. Moi, ce qui me nourrit beaucoup dans la vie, c'est justement de partager mes connaissances, de voir l'étincelle qui s'allume dans les yeux des gens quand ils viennent de catcher quelque chose. Puis là, du jour au lendemain, je travaille derrière un écran. Ce que je vois, c'est ma photo. Je vois même pas la face des gens, tu sais. Je vois mon PowerPoint puis ma photo. Dans la même année, mon gars, ça fait 10 ans que je vivais tout seul avec mon gars. Et puis, mon gars est rentré dans les Forces armées canadiennes. Donc, ça a été dur pour moi, cette séparation. Il est parti étudier à Kingston. Moi, j'habitais à Montréal. Et en plus, ben, mon gars qui avait jamais été vax, est obligé de se soumettre au vax quand il est rentré dans l'armée. Ils en ont donné 8. Et après, les 2 injections géniques expérimentales, ça a été une des choses les plus angoissantes de ma vie. Et puis, quelques mois après, ma mère est décédée. Ma mère, qui avait un cancer du poumon avec un pronostic de 3 à 6 mois à vivre et qui a vécu 5 ans et demi juste sur des traitements complémentaires en santé. Ma mère était sous mes soins. Elle avait choisi de pas prendre les soins conventionnels. Et finalement, ma mère a décidé d'arrêter ses traitements parce que elle voulait plus vivre de la manière qu'on la forçait à vivre dans l'établissement où elle était en raison des mesures de la pandémie. Et ma mère est décédée, on m'a empêché de la voir. Ma mère est décédée toute seule dans un centre de fin de vie privé.
et on m'a empêché d'aller là-bas parce que j'habitais Montréal, donc une zone rouge, et ma mère était à Val-d'Or, en Abitibi, dans une zone jaune. J'étais à ce moment-là avec un ami militaire qui avait des passes pour pouvoir se rendre parce qu'il y avait des barrages entre les régions. Et puis, malgré ça, ça a été la coordonnatrice du centre en Abitibi qui m'empêchait de voir ma mère. J'ai vécu beaucoup de colère, beaucoup d'impuissance, beaucoup de tristesse, évidemment, par rapport à ça. Et à un moment donné, c'était juste trop parce que du fait que très tôt, j'ai donné une grosse conférence au mois de mars 20, 20, 2020 qu'on a commencé ce folie-là, ouais. Et puis, déjà où je disais que le virus était d'origine humaine, qui s'était vraisemblablement échappé ou qu'on l'avait échappé du laboratoire à Wuhan et tout ça. Donc, des positions très controversées aujourd'hui qui sont admises généralement, même par les médias mainstream, mais à l'époque, c'était controversé. Donc, évidemment, euh, j'étais victime à tous les jours de menaces, d'insultes, de mes collègues qui ont essayé de me faire expulser de l'association dont je suis membre depuis presque 25 ans. Une association dont j'ai été à la vice-présidence pendant un certain nombre d'années. Bref, c'était plus vivable. C'était plus vivable. J'étais privée de ma liberté. J'étais enfermée toute seule. Les choses que j'aime faire, c'est enseigner, danser et voyager dans la vie. Je pouvais plus faire aucune. Les personnes significatives de ma vie, mon fils, ma mère, étaient plus là. Donc, quand ils ont annoncé que les frontières allaient fermer le 22 novembre, j'ai préparé 2 valises, j'ai mis du stock. J'ai augmenté ma capacité sur les nuages à 2 téra, j'ai mis des dossiers, puis je suis partie, tu sais. Donc, j'ai fait d'une certaine façon ce que beaucoup de gens auraient voulu faire, ce que beaucoup de gens contemplaient de faire, et moi, je l'ai fait. Et je l'ai fait de manière spontanée. Tu sais, il y a des gens qui ont préparé leur belle petite sortie de piste dans un beau petit condo en Floride avec leur plan de retraite et puis leur transfert de fonds en US. Moi, le gouvernement venait de vider mes comptes en banque. J'avais 1 000 $ qui n'avaient pas encore été déposés dans mon compte. Et c'est avec ça que je suis partie, tu sais. Et le bagage, 1 000 $. Avec pas grand-chose en avant de moi. Et alors, quand les gens me disent si c'était pas de l'argent, moi, je partirais. Dans la vie, où tu as des solutions, où tu as des excuses. Tu sais. Moi, c'était plus une question de prix rendu là, c'était une question de survie. Tu sais. Donc, je l'ai fait. Puis je suis partie seule aussi, ça, c'est une chose qui est peut-être moins habituelle. Puis dans une destination moins populaire. Moins populaire, je dirais, comme exil. C'est sûr qu'il y a beaucoup de voyageurs en République dominicaine, mais les gens sont surtout partis au Mexique, au Costa Rica, en Floride. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, les gens ont suivi mon histoire. Puis parce que je partageais vraiment les hauts et les bas, j'ai essayé de monter un projet de vie de scène écologique qui a été aussi très populaire, que j'ai mis sur la glace suite à ma mésaventure avec le pervers narcissique manipulateur parce que j'ai vu réellement le niveau de corruption qui sévit ici. Et comme la construction, c'est pas mon domaine, je me sens pas euh, capable. J'ai trop peur parce que c'est pas mon argent à moi, c'est l'argent des investisseurs. Et il y a personne en qui j'ai confiance ici. Il y a plus personne en qui j'ai confiance dans ce pays-là. Donc, je monter un projet de 24 à 36 condos à 200 000 pièces dans un pays où tu peux même pas avoir confiance dans l'homme avec qui tu vis depuis 3 mois.
Heu, pour moi, ça a été profondément, décevant et marquant, cette affaire-là. Et là, depuis 3 mois, j'héberge, une amie dominicaine et ça me permet de voir tout un autre aspect de la culture. Moi, j'entame ma 7e année de vie en République dominicaine parce que j'avais déjà vécu ici pendant 5 ans dans les années 90. C'était très différent à l'époque. J'étais du côté de Punta Cana. Il y avait juste 3 hôtels, ça commençait et on n'avait pas internet à l'époque. Donc c'était vraiment tout un autre contexte. Je travaillais en tourisme. Je suis arrivée ici dans le pays en travaillant en tourisme et donc le fait de vivre avec Gaby, ça me permet de voir toute une autre couche, toute une autre profondeur du problème de corruption en République dominicaine, qui est très, très, très profond, qui est issu, pour moi, c'est une conséquence du colonialisme. Différents pays se sont adaptés à la colonisation comme ils ont pu. Et en République dominicaine, c'est un niveau de corruption incroyable. Malgré ça, tu sais, je veux dire, on partage l'île d'Hispaniola avec Haïti. Il y a plein d'Haïtiens qui vivent en République illégalement parce que les conditions sont moins pires ici de l'autre côté. Donc, je peux pas dire que c'est le pire résultat du colonialisme, mais le colonialisme a quand même beaucoup affecté euh, la manière d'être des Dominicains. Oui, quand on vient ici en vacances, les gens sont souriants, sont accueillants, sont généralement de bonne humeur et tout ça. Et il y a une portion de la population qui est comme ça, mais c'est certain que dans des destinations comme où j'habite, à Las Terrenas, il y a il y a toute une perversion qui est amenée par le tourisme aussi. Il y a toujours un certain niveau de prostitution partout où on trouve du tourisme. Dans des pays du tiers-monde, évidemment, où c'est très difficile de gagner ta vie, ben, ça peut devenir une solution facile pour beaucoup de Dominicains, de Dominicaines. Donc, c'est presque un mode de vie ici. Et c'est difficile parce que c'est pas toujours une prostitution évidente. Oui, ça existe la prostitution conventionnelle. Tu rentres dans un bar, tu vois des filles habillées en prostituées, puis quand les hommes vont leur parler, elles disent leur prix. Là. Ça existe comme partout ailleurs. Mais il y a tout un autre niveau plus subtil qui va se passer entre des employés des hôtels, des employés des restos, des gens qu'on va rencontrer dans les bars ou tout ça, qui vont nous charmer, qui vont vraiment entamer des relations avec nous euh, pour se procurer des bénéfices, ne serait-ce que d'aller manger au restaurant, dans des bons restaurants, de vivre dans des beaux endroits avec nous, de euh, l'espoir qu'on va peut-être les marier, les amener au Canada, leur donner un passeport canadien, une possibilité d'avoir un meilleur avenir pour eux, pour leurs enfants, pour les membres de leur famille. Donc, il n'y a jamais rien de sincère. Il n'y a jamais rien de sincère ici. Et moi, personnellement, c'est ce que je trouve le plus difficile de vivre ici, de ne pas voir mon fils, euh, mais aussi d'être entouré constamment de gens qui sont pas sincères. C'est difficile quand on est une personne authentique comme moi, qui a grandi en Abitibi, euh, qui a passé sa vie à voyager, à vivre dans différents pays, à faire des missions humanitaires, et où ma boussole, en fait, mon moyen d'être en sécurité, ce qu'on appelle en anglais le street smart, mon moyen d'évaluer mon environnement, ça a toujours été les perceptions euh, du cœur, parce que, tu sais, j'ai une voix, j'ai une grosse voix, mais je suis une petite madame. Je suis minuscule dans la vraie vie. Vous me voyez souvent toute seule. Vous me voyez sur mes photos de selfie, donc les gens n'ont pas une vraie appréciation de ma taille. Mais je suis une petite bonne femme de même pas 5 pieds 2.
Et en jupe à frou-frou, tu sais, je suis pas très imposante, je suis pas très impressionnante dans la vraie vie. Donc quand on voyage depuis des années toute seule, dans des destinations souvent très pauvres, en mission humanitaire, souvent dans des environnements aussi difficiles. Donc, notre espèce d'instinct, c'est notre moyen de survie. Donc, c'est difficile pour moi d'être constamment entourée de gens qui sont faux, mais qui ont perfectionné l'art de la fausseté à un niveau professionnel. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la relation avec le pervers narcissique que j'ai fréquenté, que je fréquentais d'octobre jusqu'à janvier. Et ben aussi tout l'aspect du stress post-traumatique. J'étais tellement en survie que je n'avais même pas identifié que j'étais en stress post-traumatique jusqu'à ce que ma collègue qui s'en vient mener la retraite avec moi, qui est aussi une thérapeute, sexologue de formation de longue date, Marie-Josée m'a dit, mais tu te rends même pas compte. Et puis c'est vrai, quand tu es en train de nager dedans, tu sais, c'est comme quand la forêt est cachée par l'arbre, on se rend plus compte de réellement ce qui se passe. Et ça fausse aussi la donne, donc on a peut-être encore moins un esprit critique. Dans un moment comme ça, on est plus vulnérable. Et puis, comme je dis, ces hommes-là, particulièrement, c'est des professionnels, donc ils identifient facilement les femmes seules. Euh, bon, moi, j'aime beaucoup danser. Il y en a qui sont des très bons danseurs là-dedans. C'est leur terrain de jeu. C'est là qu'ils cherchent leur proie. Donc, bon, ça pour vous dire que c'est assez difficile, cette situation-là. Et ben, comme je vous partage régulièrement les hauts et les bas de ma vie ici, ben, les gens ont développé comme une espèce d'amitié virtuelle avec moi. Mais la difficulté là-dedans, c'est que vous me voyez, évidemment, je suis toute seule dans votre écran, en pleine nuit ou au petit déjeuner ou toutes ces réponses. Mais moi, je vous vois pas. Moi, je vois des chiffres qui montent quand vous êtes là. Puis je vois évidemment quand vous m'envoyez des cœurs, des likes, des choses comme ça. Et ben, des fois, je vois passer quand il y a les commentaires, une mini photo, mais il faut être conscient que moi, je travaille sur mon téléphone. Et puis, c'est un petit téléphone Samsung Galaxy, là, j'ai pas une tablette. Donc, vos photos sont miniatures. Et parce que je suis coquette, habituellement, je mets pas mes lunettes pendant que je fais mes lives. Et puis, ben, il y a plein de gens qui ne savent même pas leurs photos qui sont là-dessus. Donc, moi, je reconnais vos noms parce que j'essaie vraiment, même quand j'ai des lives à 10 000 et plus, de lire tous les commentaires. J'essaie vraiment. Souvent, je vais mettre juste un câlin ou un cœur. Euh, et des fois, je vais prendre le temps de répondre, mais j'essaie vraiment de lire tous les commentaires. Donc, éventuellement, c'est sûr que je reconnais vos noms. Et puis, mais c'est ça la difficulté, c'est que moi, je vous vois pas. Donc, ça arrive régulièrement ici que les gens m'ont croisé dans la rue. Puis là, ben, je suis en train de trouver, comme je vous disais, des messages qu'ils m'ont peut-être envoyés, que j'ai peut-être pas reçus. Et là, ils me voient sur la rue, évidemment, ils me reconnaissent. Mais moi, je les connais pas, puis j'ai pas lu le message. Puis je fais toujours 300 affaires en même temps, donc souvent, je suis pressée, je m'en vais quelque part, je m'en vais à la banque, je vais chercher un café, tu sais. Puis là, les gens me voient, puis là, Chantal, pour eux, c'est vraiment comme s'ils retrouvent leur ami, mais moi, je sais pas c'est qui la personne qui est devant moi, comprenez-vous? Et c'est différent aussi parce que, tu sais, je parlais de ça avec Samuel Grenier, puis j'en ai parlé avec d'autres blogueurs, mais eux autres sont au Québec, donc eux ont l'habitude que quand ils vont chez Costco ou quand ils vont au resto, les gens viennent les saluer. Hey Sam, tu sais, vous les avez vus dans les manifs, mais moi, quand je faisais les manifs à Montréal, on était 25 puis on était 50. J'étais vraiment les premières manifs. Puis je suis partie en novembre 2021. Donc, j'ai pas vécu, moi, ce, ce développement normal de notre relation comme l'ont vécu les autres blogueurs. Alors, quand je suis arrivée l'été dernier au Québec,
Ben d'abord à l'aéroport de Samana. Bon, vous comprenez que j'ai une passe COVID, hein, parce que évidemment, l'été passé, quand on revenait au Québec, on pouvait rentrer non-vax, mais il y avait le 14 jours de quarantaine. Moi, en principe, je venais pour 2 semaines au Québec. Alors, j'aurais dû passer les 14 jours en quarantaine. Alors, vous comprenez que j'ai une passe COVID. Donc, je suis un peu nerveuse, évidemment. Puis bon, c'est un petit peu que j'ai pas voyagé parce que je suis pris dans mon petit village en République dominicaine. Et là, j'arrive à l'aéroport, puis tout de suite, il y a une femme qui me reconnaît, puis qui me dit Chantalane. Puis là, tu sais, au début, moi, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Et là, elle me dit Ah, je voulais tellement te voir à Samana. Je te suis sur les médias sociaux. Tout ça. Puis là, je suis comme Ah, ouais, ah, OK. Ça c'est mon premier contact avec la réalité d'être rendue une blogueuse connue, tu sais. Mais là, je trouve ça cute d'un côté, mais en même temps, j'ai un petit sentiment de panique qui m'envahit parce que là, je me dis, OK, c'est le fun, là. Je suis connue, ouais. Mais tu sais, quand je vais arriver à Dorval, je suis dans un mini aéroport, puis il y a des gens qui me connaissent. Puis là, je m'en vais au Québec avec ma passe COVID. Alors là, vous comprenez, j'avais la chienne en esti dans l'avion. Fait que non seulement j'avais la chienne, mais je suçais mes pinottes parce que, vous savez, pendant qu'on mange, on n'est pas obligé de porter le masque. Fait que j'ai comme 3 sacs de pinottes. J'ai toujours une pinotte, une à la fois, puis je prends le temps d'enlever grain de sel ces pinottes. En tout cas, il devait se demander si j'avais jamais mangé des pinottes de ma vie. Ben, j'ai mangé des pinottes tout le long du vol, puis c'est ça, j'arrivais à Dorval avec ma passe COVID. Mais quand j'ai voyagé, c'était la journée qu'il y a eu la panne Rogers à travers le Canada. Ça a presque l'air arrangé avec le gars des vues. Fait que j'ai pas rempli le Arrive-Can. J'ai pas eu à montrer ma passe COVID. En tout cas, ça a été bien smooth. Puis là, ben c'est ça. Mais là, j'arrive là. Là, mon gars a un problème à venir me chercher. Fait qu'à la dernière minute à l'aéroport, là, moi, j'ai plus de carte de crédit parce que ma carte est échue, puis il faut faire ça. Je pouvais pas me la faire envoyer ici en République. J'ai plus d'argent canadien, j'ai plus de téléphone canadien. Fait que là, je viens à bout de me brancher sur le Wi-Fi à Dorval, puis là, je mets un message sur Facebook, puis je dis, bon, y a-tu quelqu'un qui est disponible pour venir me chercher? Et ça a pris 3 minutes. J'avais quelqu'un qui s'en venait me chercher, qui est venu me reconduire chez moi dans la petite Italie, puis finalement, ça a été bien cool, c'était bien le fun. Mais ça a été comme mon introduction au pouvoir des médias sociaux, puis qu'est-ce que ça veut dire d'être une blogueuse relativement connue, tu sais. Et ça a été le même tout le temps que j'ai été au Québec. Et là, je pense que c'était un des premiers week-ends que j'étais là. Ben, d'abord, tous les gens qui voulaient, tu sais, mon groupe du projet de vie en Repdom, ça a monté à 1 000 personnes dans le temps de le dire. Là, j'ai fait des soupers d'investisseurs potentiels. Finalement, j'ai rencontré plus que 100 personnes dans le peu de temps que j'ai été au Québec. Tout le monde voulait me rencontrer. Puis après ça, Samuel avait fait un truc bénéfice pour Barbara. Et puis, évidemment, je suis allée, j'avais rencontré Samuel en personne. On était allé déjeuner avec Lulu puis Martine. On a fermé le restaurant. Ça, je trouvais ça cute. Tu sais, à l'époque, on fermait les bars. On dansait les derniers slows. On se faisait mettre dehors des bars à 3 heures du matin. Puis à 3 heures de l'après-midi, on est rendu vieux. On se fait mettre dehors des restos à déjeuner. Fait qu'on est allé déjeuner, puis fait que je me suis ramassée chez Sam, puis je sais pas combien de personnes on était, mais ça peut-être 100 personnes. Je suis pas bonne là-dedans, mais mettons 100 personnes. Et moi, je suis arrivée là et je pense que 2, 3 personnes qui me connaissent. Bon, évidemment, j'ai fait des lives avec Sam, tatata. Je pense que 2, 3 personnes qui vont me reconnaître, mais non, tu sais, j'arrive là et tout le monde me connaît. Puis, tu
c'est vraiment un choc parce que, comme je vous dis, ça n'a pas été comme 5 personnes me connaissent, 20 personnes me connaissent, 1000 personnes me connaissent. C'est personne me connaît, je suis en arrière d'un téléphone en République dominicaine. Puis j'arrive à l'aéroport de Savannah, puis tout le long jusqu'au Québec, là, il y a plein de monde qui me connaît. Tu sais, je fais mon épicerie, je suis en train d'essayer de monter mes sacs, puis la madame m'arrête, commence à me parler de, tu sais. Et c'est ça, c'est que les gens me parlent de manière très personnelle, parce que moi, je vous partage des choses très personnelles. Donc, les gens ont cette impression qu'on se connaît depuis tout le temps, mais le seul hic, c'est que je vous vois pas à face. Fait que quand vous m'arrêtez sur la rue, j'ai pas aucune idée qui vous êtes. Si déjà les gens avaient le réflexe de se présenter, tu sais, parce que, bon, j'ai fait plein d'affaires aussi dans ma vie, puis, tu sais, j'ai travaillé dans le voyage avant ma carrière en naturopathie, je travaillais dans le voyage. Euh, j'ai fait des spectacles, j'ai fait plein de choses. C'est que des fois, je sais pas si la personne me connaît de la vraie vie ou c'est parce qu'ils me suivent sur les médias sociaux, mais si les gens avaient le réflexe d'au moins me dire, tu sais, salut, je suis une telle, je suis un tel, tu sais, je suis une de tes followers ou quelque chose comme ça. OK, ça me situe, ça me met en contexte, mais c'est ça, c'est que les gens comprennent pas que nous autres, on les voit pas, puis on sait pas d'où vous sortez parce on met pas de visage. Puis moi, de toute façon, je suis pas une visuelle, j'ai une mémoire auditive, donc je retiens mieux les noms. C'est sûr, quand les gens me parlent, là, tu sais, ça fait plus qu'1 an, fait que je reconnais les noms des personnes qui me suivent, puis on connaît un peu la personnalité des gens parce que on sait, bon, tu fais tel type de live, c'est telle personne qui va mettre des commentaires ou tu fais tel type, fait on reconnaît nos fans. En tout cas, moi, parce que j'ai pas, j'ai comme 10-12 000 followers, je pense, entre mes deux pages principales. J'ai pas du 50 000, 100 000, donc je suis encore à un nombre où je reconnais mes fans les plus actifs. Mais donc, c'est ça, c'est que les gens se présentent pas tout le temps, fait que on met pas de visage sur les gens, puis on sait pas c'est qui. Et donc, du fait que moi, j'ai vécu cette ascension en étant toute seule ici en République dominicaine, ben, des fois, j'ai pas cette conscience de ce qui se passe de votre côté. Comme je sais que des fois, vous comprenez pas pourquoi on dit, eh ben bête, les gens, des fois, mais tu sais, c'est la dernière minute. Ben là, on est à Samana aujourd'hui, tu pourrais-tu venir souper avec nous autres? Mais moi, je travaille ici, tu sais, puis j'ai une vie ici. Fait que des fois, j'ai déjà des plans de fait, puis moi, je sais pas vous êtes qui. Fait que là, vous apparaissez dans mon téléphone, puis là, mais vous m'avez peut-être envoyé 5 messages, mais là, moi, c'est le premier que je pogne. Puis là, vous êtes à Samana, puis c'est là, tu sais. Fait que là, je suis comme, ben, attends un petit peu, c'est parce que là, laisse-moi checker si je peux me libérer. Puis aussi, à un moment donné, financièrement, parce que ici, les restaurants de touristes, on va dire, ont une taxe de 18 plus 10 de pourboire. Fait que c'est 28 c'est un tiers de plus. Donc, c'est des prix qui sont semblables à ce que vous paieriez au Canada pour un restaurant, mais moi, je gagne plus ce genre de salaire-là. Donc, oui, j'essaie de me payer un bon resto une fois ou deux par mois, parce qu'à un moment donné, je suis comme plus capable de manger dominicain ou de rester à la maison parce que je travaille tout le temps à la maison. Donc, à un moment donné, j'ai besoin de sortir de chez moi, mais je peux pas, moi, vous autres, vous êtes ici en vacances, vous passez une semaine à vous payer des bons restos, mais moi, je vis ici. Alors, j'ai pas les moyens d'aller rejoindre tout le monde tout le temps qui m'invite à aller les retrouver quelque part, tu sais. Donc là, des fois, je dis aux gens, ouais, mais je comprends, mais tu sais, moi, si je viens à Montréal, puis je te dis, ben là, je suis à Montréal aujourd'hui, tu peux-tu venir me rejoindre, puis il est 3 heures de l'après-midi, ben peut-être que tu pourras pas laisser ta job pour venir me rejoindre. Tu sais. Fait que c'est un petit peu ça ma situation, ce qui fait que c'est très particulier comme environnement. Puis des fois, ben c'est ça. Tu sais, ça m'est arrivé d'avoir des irritants avec certaines personnes qui comprenaient pas la situation. Un moment donné, dans le temps que j'étais avec mon ex, et qui voulait aller souper entre Québécois, qui m'a croisée sur la rue, puis qui, bon, après mon numéro de téléphone et tout ça, puis une journée, elle m'appelle. Elle voulait que je la rejoigne. Fait que j'ai dit OK. J'ai dit euh, je vais emmener mon amoureux, tu sais. Elle me dit, ah, ben, je pense qu'on allait souper entre Québécois. Ben, j'ai dit, écoute, d'abord,
ils m'invitent à souper, ils m'invitent à aller les rejoindre. C'est pas comme ils m'invitaient à souper, donc c'était comme sous-entendu que c'est moi qui payais mon repas. Donc je prends mon temps pour aller manger avec des gens. Vous comprenez que moi, je vis ici, alors les gens, souvent, vont me demander plein d'informations, que ça soit par rapport à l'immobilier, que ce soit par rapport au voyage, aux excursions. Donc pour eux, c'est comme, c'est génial parce que là, tu as comme une personne ressource qui vient souper avec toi. Et moi, je prends mon temps que je pourrais prendre pour faire autre chose. Ça me coûte un souper que j'avais peut-être pas prévu dans mon budget pour aller souper dans un resto de touristes avec des gens. Et là, en plus, ben, il faudrait pas que j'amène mon chum dominicain dans le restaurant dominicain parce qu'elle veut échanger entre Québécois. Fait que, tu sais, j'avais pas vraiment apprécié cette invitation-là. Et puis, ben, c'est ça. Des fois, ça arrive que c'est juste pas des bons moments aussi, puis que les gens arrivent comme un cheveu sur la soupe. Donc, des fois, c'est un petit peu difficile pour moi aussi parce que, comme je vous dis, moi, je l'ai pas vécu cette ascension-là. Donc, pour moi, des fois, c'est un peu, comme envahissant. Mais quand arrivent des événements comme sont arrivés ces jours-ci, puis quand je suis en train de lire ces courriels-là où les gens, s'ouvrent à moi comme à une sœur, comme à une grande amie, comme, hem les gens vivent vraiment des tragédies au Québec. Je vous dis le Québec, là, parce qu'à au moins 90% des gens qui me suivent sont des Québécois. Puis il y en a plein qui sont partout maintenant, là, mais qui sont quand même originalement, on va dire, du Québec. Et puis, ben, les gens me racontent, tu sais, pourquoi ils sont partis vivre à l'étranger, parce que justement, ils savent que moi aussi, je suis dans cette réalité-là. Donc, les gens me partagent leur réalité dans certains pays. Les gens me parlent de leur situation de santé. Les gens me parlent des difficultés relationnelles à cause de leur position aussi, parce que comme je leur ai parlé de la mienne en ligne, ben, ils se sentent, comme je disais tantôt, en confiance de partager avec moi. Et c'est fou comme c'est tellement c'est tellement un temps particulier dans notre histoire humaine parce que, tu sais, aujourd'hui, on a des connexions comme ça avec les gens. Bon, je sais que ma situation, c'est pas celle de tout le monde. C'est pour ça qu'à travers des trucs comme mon membership ou différentes activités que je fais, j'essaie de que les gens se regroupent parce que je l'entends tellement haut et fort, le sentiment d'isolement que la majorité des gens vivent, que je veux justement profiter du fait que j'ai une certaine exposure via différentes plateformes pour amener les gens, déjà notre famille d'âme, des gens qui partagent des valeurs, à se rencontrer entre eux. Mais je l'ai vu justement quand j'ai rencontré la gang à Sam l'été passé. Il y a des gens là-dedans comme Lulu qui sont devenus des amis très, très chers pour moi. Denise, la maman de Lulu, que j'appelle maintenant maman, moi aussi, avec laquelle j'ai fait une belle entrevue sur Radio Réveil il y a quelques mois. Euh, et c'est extraordinaire parce que ces gens-là qu'on découvre maintenant par affinité, par fréquence énergétique, on a vraiment un, une joie à se retrouver. Puis en général, c'est des gens très authentiques aussi. Donc, on est des gens qui parvenons des fois d'horizons très différents, d'endroits très différents, de professions très différentes, mais il y a quelque chose qui fait qu'on connecte. Euh, puis moi, je trouve que c'est comme vraiment une connexion de cœur à cœur, puis comme si on était des amis d'enfance, qu'on se retrouve, ou des petites filles, tu sais, comme avec Lulu, j'ai ce genre de connexion-là, avec Sylvie Boucher, tu sais, on a fait des chroniques ensemble aussi sur Unicité, elle devait venir, puis bon, moi, j'étais pris un petit peu dans un tourbillon vers où on vient vous le récupérer. Donc, Sylvie Boucher, Dominique Guérin, c'est des nouvelles personnes dans ma vie, mais des personnes que j'apprécie beaucoup. Euh, Marie-Josée qui s'en vient animer la retraite avec moi, tu sais, c'est fou comment on a une complémentarité extraordinaire et puis plus on apprend à se découvrir, plus on s'apprécie. Puis, euh, en tout cas, moi, c'est sûr, là,
C'était un petit peu ça dont je voulais vous parler. Puis finalement, c'est parti sur toutes les bords. Mais il y a une couple de jours, j'ai donc perdu une patiente qui était devenue une amie. J'ai perdu plein de gens, comme tout le monde, durant la pandémie. Euh, j'ai aussi perdu mon récent nouvel amoureux. C'était très récent, là, c'est pas rien de grave. Mais c'est fou la quantité de gens euh, depuis quelques années. Moi, je suis une personne qui connaît énormément de gens, mais qui est très fixe. Je suis scorpion, moi, de signe, ascendant sagittaire, mais j'ai des grosses planètes lourdes dans mon signe. Et puis, tu sais, ça faisait 13 ans que j'étais dans mon appartement, 10 ans toute seule avec mon fils. Je vous disais que ça fait comme 30 ans que j'ai la même coiffeuse. Je suis très fidèle à mes gens. Tu sais, on dirait que d'avoir ma base euh, fixe, c'est ça qui me permet de pouvoir voyager, tout ça. Donc, c'est particulier pour moi, ce mouvement de devoir laisser aller autant de gens dans ma vie. Mais je trouve que c'est vrai pour moi, là, mais tu sais, j'en ai parlé avec d'autres personnes, puis on a tous un peu ce sentiment-là que oui, on a perdu plein de gens durant la pandémie, mais que les nouvelles personnes qu'on a dans notre vie, bon, moi j'en ai beaucoup parce que je fais ce que je fais, mais même pour ceux qui en ont moins, parce que peut-être vous travaillez à la maison, puis bon, tout ça, on a une qualité de relation maintenant. Euh, et ce sentiment de se connaître depuis tout le temps. Puis ça, moi, en tout cas, je me dis, mais c'est quoi qui a réellement changé? Parce que avant, tu sais, on avait des parties de Noël où est-ce que les gens, je pense, se toléraient. Les gens se voyaient, on dirait, par principe ou peut-être par obligation. Puis ça, ayant tout sauté, parce que, tu sais, il y a vraiment eu une division sociétale. Et c'est comme si les gens se sont dit les vraies affaires, comme je me plaisais à dire, le masque a démasqué les gens, tu sais. Et là, on a su ce que les gens pensaient réellement de nous autres, tu sais. Parce que, vous vous rappelez peut-être du live que j'avais fait qui s'appelait La revanche des moutons noirs. Je disais, mon argument, c'était, ou pas mon argument, en fait, mon interrogation, c'était, est-ce qu'on est des complotistes parce qu'on était des moutons noirs de toute façon, qu'on est habitué de pas fitter dans le moule, puis on a toujours été des free thinkers que personne ne pouvait contrôler? Euh, ou est-ce que justement, on était des moutons noirs parce que on était appelés à être des complotistes? Moi, je pense qu'on est venu jouer un rôle particulier dans cette étape charnière de l'humanité qu'on regardera dans quelques années en parlant de la Renaissance, selon moi, tu sais. Donc, je pense qu'on est venu déjà avec l'attitude qu'on avait comme mouton noir parce qu'on venait prêt à vivre ce qu'on allait vivre, tu sais. Puis ça me ramène à la fameuse étude qui avait été faite par par les MK4, Mind Control et tout ça, euh, où on avait vu qu'il y avait 30% des gens qui mis dans des fausses études cliniques où ils devaient donner des chocs électriques à des gens dans une autre pièce. Euh, il y a des gens qui outrepassaient leur propre valeur et parce que quelqu'un avec une blouse blanche, une figure d'autorité, leur disait de continuer d'augmenter l'intensité des chocs et les acteurs dans la pièce d'à côté criaient et tout ça. Et il y a des gens qui faisaient ce qu'on leur disait de faire. C'était des exécutants, mais ce qu'ils avaient trouvé, c'est qu'il y avait à peu près 30% des gens qui, peu importe, euh, juste mettaient fin à l'expérience, partaient, puis ils n'allaient pas compromettre leur valeur. Et ben, c'est ça qu'on voit là, présentement. C'est à peu près ça, l'espèce de 30% de gens qui se sont pas soumis. C'est un peu moins que ça parce qu'il y en a qui l'ont fait pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre leur emploi ou bon, peu importe. Mais donc,
c'est peut-être quelque chose comme ça encore là, même si on dit qu'il y a 92-93% de vax au pays, mais d'après moi, il y en a quelque chose comme 30% qui l'ont pas fait volontairement, plus les 8-10% qui l'ont juste pas fait, là, tu sais. Donc, je pense que c'est ce côté d'être authentique par rapport à nos valeurs et tout ça qui faisait que peut-être on a toujours été un petit peu à part de notre entourage, que ce soit de notre famille, notre milieu de travail, tout ça, mais les gens nous toléraient. Et avec cette prise de position durant la pandémie, ben là, on est devenu menaçant pour eux autres. Et puis, nous autres, ben, de la manière qu'ils nous ont traités, ça a fait que même si maintenant, il n'y a plus de mesures en place et tout ça, souvent, on n'a pas le goût de reconnecter avec ces gens-là. On est rendu ailleurs, on n'a plus d'intérêt à l'ancien monde, entre guillemets. Donc, c'est intéressant parce que, évidemment, on s'élève, hein, on s'élève en conscience, donc on s'élève vibratoirement parlant. Quand on parle d'énergie, euh, les fréquences qui s'élèvent, c'est des fréquences qui vont plus vite aussi. Donc, plusieurs remarquent cette accélération du temps. C'est fou comme les choses passent rapidement maintenant et tout ça. Notre connexion aussi, hein. Avant, on demandait des choses à l'univers ou ça, puis tu sais, c'était long, puis là, c'est paf, paf, ou t'as fait quelque chose que, tu sais, ça, ma grande, je suis pas fière de toi, puis paf, t'as le karma d'en face des heures qui suivent quand c'est pas des minutes qui suivent. Donc, il y a vraiment une accélération, on dirait, du temps. Et puis, c'est tout correct parce que c'est comme si on a justement plus le temps à perdre avec les gens qui sont pas en harmonie avec notre nouveau taux vibratoire. Puis ce nouveau taux vibratoire, pour moi, c'est très paradoxal parce que, comme je vous dis, je vis d'un côté dans un environnement euh, extrêmement hypocrite, extrêmement profiteur, extrêmement faux. Et de l'autre côté, cette réalité de connexion extraordinaire avec des gens que je connaissais même pas il y a un an et qui m'offrent spontanément leur chambre d'amis parce que je vivais un moment difficile. Tu sais, je viens de compléter les paiements. J'avais donné le 30 mars comme date butoir pour les paiements pour la retraite. Les DS en folie qui s'en viennent du 18 au 25. Une autre affaire, tu sais. Mon programme en début d'année, j'ai eu 220 inscriptions dans le défi détox. J'avais jamais eu, ni de près ni de loin, une quantité de gens comme ça dans un défi détox. J'en recommence un le 10 avril. Il y a déjà des inscriptions pour le défi détox. Il y a déjà des inscriptions pour le programme de gestion du stress le 25 avril que je vais offrir pour une deuxième fois. Et le programme de la retraite des DS en folie. À l'intérieur de 3 jours, j'avais à peu près complété la retraite. Là, ça a traîné une semaine avant qu'on confirme avec les dépôts de garantie, mais c'est un temps record pour compléter une retraite de 14. J'ai même une 15e femme que je suis obligée de loger dans une villa à côté parce qu'on n'avait plus de place dans notre villa. Euh, et ces femmes me font des virements bancaires dans mon compte personnel. Euh, Elles m'ont même pas demandé de reçu. C'est évidemment, il y a des traces de transactions. Mais tu sais, c'est tout ça là, que je me disais tantôt en train de lire les messages, puis en train d'organiser le membership. Encore là, tu sais, le membership qui traîne depuis 3 mois. Il y a des gens qui me demandent qu'est-ce qui arrive. Ils veulent savoir si c'est eux autres qui n'ont pas compris quelque chose. Mais les gens sont extrêmement patients avec moi. Durant les consultations, le nombre de fois où j'avais des troubles de connexion Internet quand j'étais dans l'autre appartement. Euh, c'est incroyable. Il y a une beauté dans ce mouvement-là. Tu sais, évidemment, moi, j'étais pas des manifs à Ottawa, mais plusieurs des gens que j'ai rencontrés depuis la dernière année m'ont commenté leur participation à ces manifs à Ottawa, puis à quel point ça leur faisait du bien, puis à quel point c'était nourrissant. Puis, je pense que ça démontre justement euh,
c'est qui les gens évolués dans ce débat. Tu sais, autant on essaie de nous faire passer pour des édentés, puis des renieux de la science, puis tout ça. Mais tu sais, toutes ces manifs-là se sont faites dans la non-violence, des familles qui dansaient, les gens qui se faisaient des câlins, qui, euh, qui se reconnaissaient d'une manif à l'autre. Et c'est ça qu'on voit, c'est ça notre belle grande famille d'âmes de la résistance. C'est des gens qui spontanément vont m'offrir d'aller chez eux parce que je passe un mauvais moment, qui vont m'envoyer de l'argent pour un membership dans mon compte perso sans garantie que ça va se faire, qui m'envoient de l'argent. Tu sais, c'était 1 592 $ pour la retraite. Les gens m'ont transféré l'argent dans mon compte de banque personnel. Tu sais, c'est des marques de confiance incroyables, incroyables, que je ne pense pas qu'on aurait vu n'eût été de la pandémie. Tu sais, moi, la compagnie de suppléments pour laquelle je travaillais, basée à Calgary. Puis dans mon autre vie, quand je travaillais en tourisme, j'ai guidé l'Ouest canadien avec Air Canada pendant un nombre d'années. Et il y avait toujours cette espèce de dualité, tu sais, du Québec avec le reste du Canada. Mais si vous saviez, quand j'étais assise ici, euh, l'année passée, et que je voyais défiler les images d'Ottawa avec des Canadiens anglais qui faisaient des accolades, des câlins aux Québécois. C'était extraordinaire pour moi de voir ça de l'extérieur. C'est de voir que, à travers un événement tellement fondamentalement dégueulasse et négatif et qui allait à l'encontre de nos droits fondamentaux, à quel point les gens avaient été capables de s'élever au-dessus des débats de langue, d'ethnicité dans certains cas pour se rejoindre dans nos valeurs de famille humaine. C'était tellement beau à voir aller, tu sais. Puis c'est ça que je vis dans des moments comme le départ de ma patiente amie le 29, quand j'ai eu l'événement avec mon pervers narcissique, quand vous me croisez dans la rue ici ou dans la rue au Québec ou à l'aéroport de Samana, quand vous m'envoyez vos commentaires d'appui, quand vous me partagez vos histoires personnelles. Il y a quelque chose de tellement... Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est humain. Il y a quelque chose de tellement humain dans nos nouvelles relations qui sont plus dominées par la compétition, par le capitalisme, par essayer de dominer l'autre, comme dans toutes ces structures du patriarcat qu'on a connues. J'avais une conversation avec Marie-Josée ce matin dans l'organisation, tu sais, de la retraite. Et puis, on parlait de certaines situations. Je peux pas vous donner trop de détails parce que il y a des situations que Marie-Josée vit que je peux pas étaler. Mais on parlait de structure, du patriarcat, de structure héritée, du patriarcat et comment des fois, même en voulant créer un nouveau monde ou une renaissance, parce qu'on se base sur des outils qui nous sont transmis de nos vieilles habitudes, de notre monde d'avant. Tu sais, je vous donne un exemple. J'ai travaillé dans le milieu communautaire, entre autres pour le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes. Et dans des groupes féministes, des fois, on se retrouve avec des structures héritées du patriarcat et c'est les mêmes crises de dynamique de pouvoir qui sont à l'œuvre. Tu sais. Puis ça, ben, on voit ça. Tu sais, on essaie, par exemple, de construire des nouveaux projets, de faire des retraites ou des choses comme ça, mais on est habitué de travailler dans des structures X, Y ou Z. Dans certains cas qui ont fait leurs preuves, mais dans certains cas qui sont aussi à remettre en cause. Mais c'est juste comme notre vieux réflexe. C'est comme on ne fit plus dans l'ancien monde, mais on n'a pas encore créé le nouveau. Je disais à Marie-Josée, parce que quand Marie-Josée était venue
j'étais un petit peu en réaction par rapport à ce qui s'était passé dans ma relation et tout ça. Et puis, je disais à Marie-Josée, on dirait que je vis une crise d'adolescence. Tu sais, je suis comme en rébellion en ce moment. Puis, j'essaie de m'accueillir là-dedans au lieu de me taper sur la tête. Tu sais. Là, je disais à Marie-Josée, mais on est vraiment dans cet espace-temps qui est comme une crise d'adolescence parce que on veut plus des vieilles structures. Puis, je vous ai fait un live sur l'astrologie, puis ce qui est en train de se mettre en place en ce moment avec, avec Pluton qui s'installe en Verseau. Et en fait, ce que ça fait, c'est qu'on fait sauter toutes ces vieilles structures-là, les structures d'autorité du haut vers le bas. Mais en même temps, c'est comme si on n'est pas complètement prêt à construire de la base vers le sommet. On veut plus se faire contrôler par les anciens gouvernements, les organisations mondiales de la santé de ce monde, puis des structures corrompues qui ont été exposées pour ce qu'elles sont durant la pandémie. On n'en veut plus. Ça m'arrive de plus en plus, c'est très particulier aussi comme phénomène, que j'ai des patients, de nouveaux patients, qui viennent me consulter parce qu'ils veulent abandonner des médicaments qu'ils prennent, dans certains cas, depuis très longtemps. Je leur dis, OK, mais ça fait des années que tu le prends, tu ne sembles pas avoir d'effets secondaires. D'où ça vient, cette histoire de sevrer ton médicament? Ce que j'ai pas le droit de faire légalement en passant, là. C'est pas moi qui fais le sevrage, c'est eux qui ont décidé de faire ça. C'est le médecin qui prescrit, qui est supposé sevrer un médicament. Moi, je me mêle pas de ça, mais je dis aux gens, mais je trouve ça bizarre que tout d'un coup, tu veux sevrer un médicament que tu prends depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans. Les gens me disent, c'est parce que j'ai plus confiance en Big Pharma ou je veux plus engraisser Big Pharma. Donc, ça parle très fort, ça, pour moi, que les gens me partagent des choses comme ça. J'avais jamais vu ça. Avant la pandémie, ça n'arrivait pas. Quelqu'un qui voulait sevrer un médicament, c'est parce qu'il y avait des effets secondaires. C'est pas parce qu'il voulait arrêter d'engraisser des pharma. Donc, c'est un exemple à quel point on a vu euh, à travers, ou la laideur, ou bon, peu importe ce que vous voulez, de ces grosses structures, et on n'en veut plus. Mais en même temps, on n'a pas vraiment trouvé notre modus operandi encore. On n'a pas trouvé notre façon de gérer ça. Et c'est pour ça qu'on est un peu comme des adolescents qui veulent challenger l'autorité du parent, qui veulent s'affranchir de l'autorité des parents, qui veulent mener leur vie selon leurs propres termes, mais tu sais, qui sont pas encore indépendants ni financièrement ou qui savent pas quoi faire s'ils ont un accident d'auto ou si, tu sais, savent pas gérer leur budget, savent pas cuisiner. Donc, on est un peu là-dedans comme humanité. On dirait qu'on est en crise d'adolescence. On veut plus se soumettre à ces structures-là, mais on n'a pas encore trouvé une autre façon de le faire. Et ce qui m'est monté très fort intuitivement pendant que je disais ça à Marie-Josée, je m'écoute, on a reçu des moyens de faire, tu sais, je sais pas, des conseils d'administration ou des choses comme ça d'anciennes structures issues du patriarcat. Puis là, on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus de la base vers le haut plutôt que du haut vers le bas. Mais on essaie d'appliquer les mêmes vieux outils. Fait que c'est sûr que là, c'est tout croche. Puis, ce qui m'est monté, c'est que la raison pour laquelle les gens comme nous, on n'est plus capable de fonctionner là-dedans, dans ces structures de pouvoir, ces dynamiques de pouvoir, ces dynamiques de corruption, ces dynamiques de fausseté, euh, c'est tout simplement parce que c'est nous qui devons créer de nouvelles structures à notre image, de nouvelles structures, mais avec nos vraies couleurs et non pas en essayant d'appliquer les choses du passé. Tu sais, les gens ont beaucoup raisonné avec mon live d'il y a 2 jours où je où je vous ai partagé ma colère par rapport au fait que Jacinthe était morte avant son temps, selon moi, parce qu'on pouvait encore essayer des choses. Et puis, c'est ça qui va se passer. On pourra pas nécessairement, puis je pense que c'est pour ça que dès le départ, j'étais pas bien avec l'expression nouveau monde. C'est vraiment une renaissance. On ne pourra pas, par exemple, qu'on parle du système de santé, qu'on parle du système d'éducation,
On pourra pas juste amener les approches, nos points de vue du 30%, on va dire, de complotistes dans les vieilles structures. Je le vois tout le temps. Par exemple, il y a des médecins de plus en plus conventionnels qui s'intéressent aux approches complémentaires en santé, qui s'intéressent aux hormones bioidentiques parce qu'ils ont vu qu'il y avait une pièce à faire avec ça. Le problème, c'est qu'ils prennent un outil qui doit être testé avec des moyens différents. Exemple, les hormones bioidentiques. Les hormones dans le sang, étant donné que les hormones sont liposolubles et que le sang est un milieu aqueux, on voit juste 2,21% des hormones libres. Les hormones doivent être attachées sur un transporteur qu'on appelle le sex hormone binding globulin pour voyager dans le sang. Donc, on ne voit pas vraiment les hormones libres. Mais c'est les tests que les médecins conventionnels connaissent. Quand on fait réellement du bioidentique, on va travailler avec un test urinaire. On peut travailler avec un test salivaire aussi. Mais c'est pas ces tests-là qui sont proposés par les médecins. Donc, ils utilisent un outil d'une approche complémentaire, mais ils veulent le mettre dans le vieux paradigme d'une approche conventionnelle. Il faut beaucoup travailler avec la symptomatique des femmes. Mais quand tu es dans un système conventionnel où tu as des consultations de 10 minutes, tu peux pas faire une vraie évaluation comme moi, je peux le faire en 1 heure et demie de consultation avec un questionnaire de 17 pages que j'ai élaboré sur 25 ans de pratique. Donc, c'est ça qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'aller dans le balancier. Vous savez, c'est toujours comme ça dans l'histoire. On était dans un patriarcat dominé par le capitalisme à fond de train. Et ça est en train de péter. Puis on est en train d'aller du côté plus des valeurs féminines, de collaboration, d'être plus dans notre intériorité, dans notre cœur, et non pas être dans la conquête, puis la domination, puis d'écraser l'autre pour essayer d'y monter sa tête. Je pense qu'on est en train, comme humanité, de comprendre que notre survie va passer par la collaboration et non pas par la domination. On le voit ce que ça l'a fait dans notre vie, dans l'environnement, où est-ce qu'on est rendu à cause de ces mentalités darwiniennes de la conquête du plus fort. On le sait aujourd'hui que c'est de la bullshit. C'est vraiment la collaboration. C'est vraiment l'union qui fait la force. Pourquoi vous pensez qu'on est encore dans la même merde qu'on était en 2020? Tout simplement parce que les gens n'ont pas cette conscience que nous sommes le 99%. Il y a un monsieur qui m'a écrit en bas de mon live qui savait que j'avais raison par rapport au traitement, mais qui se sentait tellement impuissant. On n'a pas le droit de se sentir impuissant. On est le 99%. Vous savez, quand il y avait les bateaux négriers qui arrivaient de l'Afrique et tout ça, et que tu avais 3-4 blancs dans le bateau qui venaient à bout de contrôler des centaines d'esclaves qui étaient des pièces d'hommes, qui étaient des gens en bonne santé qu'on amenait pour cueillir la canne à sucre. Donc, c'était des gens qui étaient forts. Puis, tu avais 3-4 blancs qui géraient le bateau. Pourquoi? Parce que ils trouvaient toujours le moyen de les tourner les uns contre les autres, donc diviser pour mieux régner. Et pendant ce temps-là, personne n'avait la bonne idée de mettre les blancs dehors du bateau. Mais on est exactement dans cet état de domination, comme l'étaient les esclaves, où est-ce que c'est un 1% qui contrôle nos vies, puis on continue de se soumettre au contrôle du 1%. Au lieu de dire, à ta minute, là, on est 99% de notre côté, est-ce que réellement ça fait notre affaire, ce que vous nous proposez, les 15-minute cities? Est-ce qu'on en veut des villes de 15 minutes? Est-ce qu'on a pris le temps de comprendre ce que c'était? L'identité numérique qu'on va nous forcer à adopter, la protéine de grillon qu'on commence à mettre un peu partout, qu'on voulait mettre sans étiquetage, sur laquelle on est en train de faire du chemin, mais est-ce qu'on se demande si c'est réellement ce qu'on veut? Est-ce qu'on nous demande si c'est réellement ce qu'on veut? Pas du tout. Donc, pour aller vers cette renaissance, on n'aura pas le choix que de créer des nouvelles structures à notre image. Parce que si on essaie d'entrer un nouveau paradigme dans un ancien moule, vous savez que les mêmes causes vont produire les mêmes résultats. Donc, si on essaie de répéter la conquête
la domination, la compétition, en essayant de construire de nouvelles structures, elles sont vouées à l'échec. Alors, il faut vraiment reconstruire de la base. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, à mon niveau personnel, au niveau personnel de Marie-Josée aussi, on a été obligés, comme plein de gens, là, je vous parle de nos cas, mais je pourrais vous parler de gens qui me font des témoignages. Mais des situations de vie se présentent, moi, depuis la pandémie, où, par exemple, j'ai dû devenir complètement autonome parce que même si j'ai toujours eu une clinique, je gardais toujours un emploi avec des compagnies de suppléments, tout ça. Donc, j'avais comme une espèce de revenu minimum en bas duquel je descendais pas. Mais là, en ayant perdu l'emploi, j'ai été obligée de tomber complètement à zéro puis de remonter. Puis c'est pas mal plus insécurisant de faire ça à 50 ans qu'à 25 ans. Donc, j'ai vraiment été obligée de me faire confiance là-dedans. Après ça, de d'apprendre à vivre seule ici parce que j'ai eu 2 conjoints depuis que je suis ici. Donc, j'avais pas vécu vraiment toute seule en République dominicaine, même si j'étais venue toute seule, mais j'ai rencontré rapidement des gens. Euh, Après ça, avec la structure de la radio, avec différents projets dans ma vie, en fait, j'ai été vraiment appelée à poser mes limites et choisir de ne pas faire de compromis. Euh, Quand tu perds tout dans la vie pour conserver euh, ta libre expression, ton intégrité, ton authenticité, une fois que tu n'as plus rien à perdre, c'est sûr qu'il n'y a plus personne qui peut venir rien m'imposer, là, en termes de vouloir gérer mon contenu, en termes de vouloir m'imposer des limites de ci, de ça. Ça rentre plus, là. Le prix à payer était tellement cher qu'après ça, c'est comme, oublie ça dans tes rêves. Donc, le corollaire d'acquérir cette indépendance-là, pardon, il est tard, c'est aussi la liberté d'acquérir cette indépendance où après, tu te dis, bon, mais si de toute façon, je suis obligée de le faire à mon image, si de toute façon, je n'aurai pas d'argent, si de toute façon, je vais être seule dans un autre pays, je suis aussi bien d'essayer de faire les choses comme je l'entends, puis qu'au moins ça me plaise, tu sais. Et ben, cette affranchisation, ce processus d'indépendantisation, ça fait qu'après ça, on se met à construire nos propres structures. Tu sais, maintenant, je fais cette retraite-là vraiment complètement à mon compte. C'est moi qui agis comme fournisseur de services, que je vais chercher des tierces parties tu sais. Donc, on dit toujours as outside, as inside, as inside, as outside. Le processus qu'on vit au niveau personnel, chacun d'entre nous, ben, ça finit par se refléter sur le collectif. Donc, quand on est plein de personnes, et c'est ce que je vous parlais dans mon live sur l'astrologie, c'est ça qu'on vit en ce moment. Plein de gens vivent ça, qu'ils s'affranchissent des vieilles structures. Ça peut être leur couple, ça peut être l'établissement où ils travaillaient, où ils enseignaient, ou bon, peu importe, pour s'en aller vers une certaine indépendance, une certaine autonomie. Eh bien, c'est sûr qu'au niveau sociétal, c'est ça aussi qu'on est en train de faire. Et donc, des femmes particulièrement, euh, où on s'est senti dominé sous le patriarcat, où on s'est senti dans ces vieilles structures brimées, où on ne pouvait pas prendre toute notre essence, toute notre luminosité, toute notre ampleur, parce qu'on était sous la domination de ces structures, eh bien, on est en train maintenant de créer autre chose. Alors, c'est normal qu'on soit plus confortable dans les anciennes structures, dans les anciennes relations, parce que notre rôle, c'est d'en créer des nouvelles. Vous comprenez? C'est vraiment comme quand on regarde le miracle d'une chrysalide qui se transforme en papillon. Il n'y a aucun papillon qui essaie de retourner dans le cocon. Il n'y a aucun papillon qui essaie de redevenir une chenille.
L'évolution, l'évolution, c'est de l'expansion. Alors, on peut pas redevenir des chenilles, comprenez-vous? Alors, c'est pour ça que maintenant, c'était dur de sortir du cocon pour la plupart d'entre nous. Comme on dit, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'était dur. On a, on a, on a passé dans le tordeur. On a perdu des joueurs. On a perdu des gens qu'on aimait, au propre comme au figuré, hein. On a eu beaucoup de décès. Puis, on a perdu des relations. Puis, on a perdu des emplois. Puis, on a perdu des belles maisons. Puis, on a perdu plein de choses, plein de gens. Mais c'est comme ça, hein. La chrysalide, elle reste pas intacte, là. Le cocon, à un moment donné, quand le petit poulet sort de son œuf aussi, tu sais, la structure, il faut qu'elle éclate pour que le papillon puisse prendre son envol. Et c'est ça qu'on est en train de faire. On est vraiment comme à l'adolescence de l'humanité où on est en train de s'affranchir de nos parents qui nous mettaient cette espèce d'autorité du haut vers le bas pour prendre notre expansion. Et c'est sûr que c'est pas facile comme processus, comme l'adolescence, c'est jamais facile, comme tout processus de transformation, c'est jamais facile. Mais c'est ça notre destin, parce que on peut juste aller vers l'expansion si on veut continuer d'évoluer. On peut pas aller vers la rétraction. Comme je dis, le papillon, il retourne jamais dans le cocon. Il s'envole. Des fois, il peut hésiter un petit peu, mais il s'envole. Et c'est extraordinaire d'avoir cette chance dans la grande histoire humaine. On écrit l'histoire en ce moment, chacun d'entre nous. C'est un tournant de l'humanité qu'on est en train de traverser. Et ce qu'on vit là, d'abord grâce, par exemple, à l'Internet, les connexions qu'on a de cette nature-là, la vitesse à laquelle on évolue aussi. Regardez juste dans notre vie à quel point les choses ont changé dans 50 ans, 60 ans de vie par rapport à, par exemple, comment elles avaient changé dans le temps de nos parents. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés dans notre vie à nous. Et je pense qu'il faut être dans la gratitude pour ça, malgré ça a été difficile, mais aussi grâce au fait que ça a été tellement difficile, grâce au fait qu'on a passé dans le tordeur, on a pu se délester de ces relations qui nous nourrissaient peut-être pas tant que ça, auxquelles on était habitués. Et l'habitude, c'est toujours confortable. Mais peut-être que ça ne nous nourrissait pas vraiment. Puis peut-être que ces structures qui nous procuraient ce sentiment de familiarité, de sécurité, l'appartement qu'on avait depuis 13 ans, notre cercle social, notre routine, nos objets familiers. Ça prenait peut-être une crise comme ça pour nous sortir de nos habitudes, de notre torpeur, de nos vieilles relations. Combien de gens qui ont perdu leur commerce durant la pandémie, leur emploi, leur relation de couple, leur relation familiale, et ont été obligés de se réinventer. Historiquement, l'humain n'est pas tellement une bête de changement. L'humain est plus une bête d'habitude. On aime ça sortir un peu, aller en vacances, là, mais c'est le fun de revenir dans nos vieilles chaussettes. On est des bêtes d'habitude, des petites bêtes sociales d'habitude. Et souvent, ça prenait des grandes tragédies. Avant la pandémie, là, ça prenait souvent ça. Moi, je vous parle tellement souvent de la fracture entre l'âme et la personnalité, mais
Des fois, pour réconcilier cette fracture-là, les gens devaient se taper des grandes maladies pour faire des prises de conscience et se ramener en cohérence à nouveau, en congruence. Mais la pandémie l'a fait pour nous en ce moment, sans qu'on ait besoin d'être malade, sans qu'on ait besoin de vivre d'autres tragédies. On a pu voir qui était qui. On a pu connecter avec notre belle grande nouvelle famille d'âme. On est obligé de se réinventer. Je serais plus confortable, je serais mieux financièrement si on n'avait pas eu la pandémie. Mais j'aurais pas la retraite avec les DS qui s'en viennent. J'aurais pas ces 12 000 personnes qui me suivent. Je serais pas en train de jaser avec quelqu'un à 4 heures du matin si on n'avait pas eu la pandémie. C'est extraordinaire non seulement de vivre à cette époque charnière de l'humanité, mais aussi d'avoir vécu ça assez longtemps, d'avoir passé au travers jusqu'à un certain point. Pas que je pense que c'est fini, parce que je sais qu'il y a un agenda qui s'en vient, mais déjà, on a assez de recul pour être capable de voir le cadeau dans cette situation-là. Autant où on a trouvé ça dur, puis autant où vous me partagez vos histoires difficiles, je suis à peu près certaine, je vais peut-être faire l'exercice demain ou à un autre moment, de faire un live avec ligne ouverte pour jaser de ça avec vous autres. Mais je suis à peu près certaine que malgré tout ce qu'on a souffert dans la dernière année, dans les 2 dernières années, dans les 3 dernières années, la plupart d'entre nous, si on pouvait avoir une baguette magique et retourner en arrière, d'après moi, la plupart d'entre nous ne retourneraient pas en arrière. Pour la même raison que le papillon ne redevient jamais une chenille, je pense qu'on ne retournerait pas en arrière. Parce que malgré que ça a été éprouvant, mais grâce aussi au fait que ça a été éprouvant, on a pu, dans beaucoup de cas, déployer nos ailes. Et moi, personnellement, ce qui est le plus satisfaisant, même si j'ai perdu mes enseignements face à face, puis je les ai peut-être pas complètement perdus, j'ai un groupe qui s'en vient, je vais voir comment l'été prochain, je peux donner des ateliers au Québec. Le contact humain est en train de se transformer parce que maintenant, justement parce que les choses vont vite, puis parce qu'on se reconnaît, parce qu'on est dans notre authenticité, on vient de connaître des gens, on est déjà en train de partager des choses très profondes, très intimes avec eux, ce qu'on faisait pas avant la pandémie, ce qu'on fait avec notre nouvelle famille d'âme. Parce que quand on se rencontre, si vous croyez à la réincarnation, vous pourrez dire on s'est déjà côtoyé avant. Moi, je pense que c'est parce qu'on n'a pas un paquet de masques et un paquet de fils. Je pense que c'est parce qu'on est authentique. Mais très rapidement, autour d'une table, on va commencer à se parler des vraies affaires. Parce qu'aussi, on a partagé certaines des expériences difficiles au cours des dernières années. Donc, il y a comme automatiquement un sentiment de connexion, qui est ce dont je vous parle depuis le début du live en réalité. Le fait qu'on a perdu des gens, mais aussi qu'on a gagné des gens et qu'on a gagné en qualité de relation. Fait que là-dessus, gang, c'est juste ça que j'avais envie de parler. Finalement, ça dure tout le temps super longtemps. J'ai toujours bien plus à dire que ce que je pensais. Euh, je veux juste vous dire que je suis vraiment dans la gratitude de ces situations de vie difficiles des dernières années qui m'ont permis de faire partie maintenant de votre vie, de votre quotidien, mais aussi que vous faites partie du mien. J'ai jamais eu avant, je suis une fille qui a toujours été seule, qui a toujours été entourée de gens, mais qui a toujours fait ses affaires pas mal seule.
Et je pense qu'à ce point-ci de ma vie où je me retrouve toute seule dans un pays étranger, j'ai probablement un système de soutien et d'appui plus puissant que j'ai jamais eu de ma vie. J'ai jamais pu dépendre de quelqu'un financièrement pour des raisons dont je vous ai parlé dans d'autres lives. Et là, je me retrouve dans une situation où je suis carrément à la merci des gens. C'est les inscriptions à mes programmes, c'est le membership, c'est les consultations naturopathiques qui font que je gagne ma vie. Donc, en même temps que j'ai comme tout perdu, d'un autre côté, j'ai comme tout gagné. Et je pense que c'est toujours ça dans la vie, c'est toujours notre capacité à se décoller le nez de l'arbre pour regarder la forêt et d'arrêter de penser que, en dépit d'eux, et d'accepter le concept que grâce eux. Si le papillon s'assoit à côté de la chrysalide, puis qu'il pleure, la chrysalide, puis sa vie de chenille, il pourra même pas s'envoler puis profiter du fait qu'il est un beau papillon neuf. C'est un peu ça qu'on est en train de vivre, je trouve, que si on reste là à broyer nos vieilles relations, nos vieilles situations, on perd, on perd le cadeau de la situation qui a été de nous faire voir les gens pour qui ils étaient et nous permettre de rencontrer des nouvelles personnes qui sont tellement mieux assorties à notre nouveau taux vibratoire. Alors, j'ai énormément de gratitude envers ce que j'ai vécu, mais qui m'a permis de rencontrer tout le monde, de savoir que maintenant, j'ai un réseau de soutien, que même si je suis seule quelque part, paradoxalement, mon réseau de soutien n'a jamais été aussi solide de toute ma vie. Même si je ne peux plus dépendre, par exemple, sur une ou deux personnes, mais maintenant, j'ai un grand réseau. Et c'est vrai, je pense, pour chacune d'entre nous. Il faut juste changer de paradigme. Il faut juste accepter de laisser aller le type de relation qu'on avait avant, le type d'emploi, le type de mode de vie et accueillir pleinement le nouveau. C'est un processus. Mais en tout cas, moi, je ne retournerai pas en arrière. Euh, je me trouve tellement, tellement, tellement choyée que des gens que je connaissais pas il y a quelques mois, que dans certains cas, j'ai même pas rencontré physiquement, me considèrent comme leur meilleur ami. Partagent mes peines, partagent mes bons coups, veulent venir me voir, veulent venir découvrir cette partie de la République que je partage dans mes lives. Ont le goût d'abandonner des médicaments pour plus enrichir Big Pharma parce que ils savent maintenant qu'il y a des alternatives. Veulent plus aller voir le médecin conventionnel parce qu'ils ont perdu confiance dans ces vieilles institutions. Ils veulent que je sois leur médecin de famille maintenant. Ça me fait tellement rire parce que, en tout cas, ça sera le sujet d'un autre live, mais c'est un moment extraordinaire de l'humanité, gang. Malgré et grâce à. Je vais juste finir sur mon amie Jacinthe. Je vous ai partagé le dernier échange de textos qu'on avait eu. J'avais mis une photo d'un gelato que j'étais allée manger. Puis elle m'a dit, moi, je vais prendre framboise et chocolat.
Puis je dis: «Ouais, j'ai hâte que tu viennes» parce que le plan, c'était vraiment qu'elle allait sortir encore du palliatif puis qu'elle allait s'en venir ici pour pouvoir faire des traitements alternatifs. Et moi qui n'avais pas vraiment pris la décision de m'installer en République dominicaine, mais pour pouvoir l'aider, elle et d'autres, à recevoir les traitements, je regardais comment faire. Et donc, elle voulait s'en venir. J'ai dit: «Mais on peut pas là». C'est ça qui est écrit dans le live. Je dis: «Ben là, comme c'est là, on peut pas». Puis elle m'a dit: «Oui, je le sais, mais je pense que par la fin de l'été, je vais venir te retrouver. Je vais manger mon gelato, puis tu vas m'apprendre à danser». Jacinthe aimait la musique. Et puis, quand j'ai partagé ça, il y a quelques personnes qui m'ont dit, parce que j'ai écrit «Demain soir, je vais aller danser pour toi». Puis, il y a des gens qui m'ont dit, ben, une de ses amies qui m'a écrit en privé, en fait, pour me dire, elle avait tellement hâte d'aller te rejoindre que pour sa fête, elle s'est payé le triple de sa vie, elle est partie avec ses ailes, tu sais. Je connaissais pas Jacinthe avant la pandémie. Elle a fait à moi avant tout appel à moi, comme naturopathe, mais parce qu'elle connaissait mon ouverture aussi, qu'elle a connue grâce à la pandémie. Donc, il y a des gens qu'on a perdus, mais il y en a plein qu'on a appris à découvrir aussi. Puis, on est de moins en moins dans cette matérialité d'avant et de plus en plus dans l'énergétique. Vous voyez maintenant, je suis toute seule dans une nuit pluvieuse en République dominicaine avec mon drink avant d'aller dormir un peu, avant de me remettre dans le membership. Mais on est ensemble. On est ensemble. Et je sens votre présence. Je vais lire vos commentaires après. Les gens vont dire, ouais, c'est virtuel. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? J'ai été célibataire pendant 10 ans. Des fois, je me retrouvais dans des restos parce que je donnais des formations un peu partout. Puis, je sais pas, je pouvais être en train de bruncher un dimanche matin, toute seule. Puis, je voyais des couples qui étaient ensemble. Il y en avait un qui lisait le journal, il y en avait un autre qui était sur son téléphone, peu importe. Les deux sur le téléphone. Est-ce que notre relation est plus virtuelle que la leur? On est dans une renaissance. On est dans une renaissance qui, les gens qui me rencontrent dans la rue ici, si c'était pas du virtuel, ils seraient pas ici. Et quand on se rencontre à Montréal ou ici, qu'on se donne des câlins, ou qu'on se parle, ou qu'on partage un moment d'émotion ensemble, c'est très réel. Ça n'a rien de virtuel. Quand vous me dites que je suis rendue votre meilleure amie, ça n'a rien de virtuel pour vous autres. Vous ressentez. Il y a plein de gens qui m'ont écrit par rapport au live il y a 2 jours que c'était venu les chercher. Ça leur a rappelé quand leur mère est morte, quand c'est mort, quand ça. Pourquoi? Parce que notre expérience humaine, elle est réelle. Notre connexion du cœur, elle n'est pas limitée par l'espace et le temps. Quand je vous ai ressenti, quand vous m'avez offert
d'aller rester chez vous quand j'ai vécu ma situation. C'était très réel, je le ressentais dans mon cœur physique. Le matin, je me suis réveillée, j'avais le cœur en expansion, comme quand on vient de rencontrer un nouvel amoureux puis qu'on est wow! Je m'élevais en amour. J'étais complètement en expansion. Ça m'était presque suffocant. C'est très réel. Très réel. C'est ça qu'on est en train de vivre, Ken. Ça fait partie de la Renaissance. Et on a la chance de vivre ça. On a la chance d'être dans cette époque où on va vivre ça. Il faut rester focus sur cette expansion, sur l'amour qui nous maintient en expansion, au travers les structures qui s'écroulent et qui vont continuer de s'écrouler. La seule façon qu'on va être capable de se reconnaître entre nous, c'est grâce à notre lumière, c'est grâce à notre petite chandelle. Mais pour ça, il faut rester dans l'amour. Déployer nos ailes pour rester dans l'amour. J'ai eu mon moment de colère hier parce que je trouve ça vraiment inadmissible qu'il y ait des gens qui meurent à cause de la politique, qu'il y ait des gens qui meurent parce que les gens ont toujours besoin de plus d'argent. Ils ont déjà des millions, mais ils ont besoin de continuer leur contrôle, de continuer leur manigance, de continuer de berner l'humanité. Pendant ce temps-là, il y a des gens bien réels qui souffrent, qui meurent. Et ça, j'ai vraiment de la difficulté à rester dans l'amour quand je fais moi de ces choses-là. Mais quand on tombe dans la colère, dans la peur, on n'est plus utile dans le processus. Et c'est correct d'exprimer nos colères, c'est correct de vivre nos émotions, c'est tout correct. Mais il faut continuer de s'élever dans l'amour. Je pense pas qu'à ce point-ci, on peut renverser les vieilles structures. Ça devient non pertinent parce qu'on est en train de construire des nouvelles structures de la base vers le haut, au lieu du haut vers la base, comme je disais tantôt, dans un esprit réel de collaboration et non pas de domination, qui va être beaucoup, d'après ce que je peux déjà entrevoir, mené par des femmes. Parce que on est dans un retour du balancier vers le féminin sacré. Vous savez, il y a toutes ces époques où c'était les déesses qu'on vénérait, où c'était tout l'aspect de la fécondité, tout l'aspect de la transformation, tout le côté yin, intériorité en réalité. Et après, on a été, pendant des millénaires, dominés par le yang, les religions monothéistes, les hommes. Et là, ça en va de l'autre côté. On reviendra probablement vers le milieu, éventuellement, mais là, on dirait que c'est ça qui est en train de se passer. C'est comme si on avait un renversement des polarités. Il était beaucoup question de l'inversement des polarités de la Terre. Et moi, ce que je sens, c'est que c'est vrai que c'est en train de se passer, mais c'est au niveau énergétique. C'est au niveau énergétique. On est en train de passer du masculin vers le féminin. Du côté yang, de compétition, de domination, vers le côté yin,
d'introspection et de collaboration. C'est ça qui est en train de se passer. Et le yin, ben, c'est dans le cœur que ça se passe. On passe de l'ère de la raison à l'ère de la connexion. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Là-dessus, on va aller faire dodo. Je ne connais pas votre horaire. Je ne sais pas si vous étiez sur votre chiffre de nuit. Moi, je vais aller me ressourcer un peu avant de revenir essayer de finir le membership. Et puis, je suis vraiment dans l'amour. Et c'est grâce à vous autres. C'est grâce à vous autres. C'est grâce aux commentaires des derniers jours. C'est grâce au courriel que je suis en train de retrouver, où vous m'avez laissé plein de belles histoires, où vous me partagez ce que tel live est venu faire dans votre vie, que ça vous a fait du bien. Quelqu'un me disait qu'elle avait écouté le live où je parlais de la vie qui est un jeu dangereux juste avant l'histoire de Jacinthe, qu'elle écoutait dans son auto, qu'elle avait bien aimé, que ça me touche, ça me fait du bien. Merci. Gros câlin virtuel. Merci d'être là. Merci de faire partie de la résistance. Merci d'illuminer le chemin avec vos belles lumières. On est beaucoup plus qu'on était il y a quelques années. Et ça va continuer.